Allô, bonjour, salam alaikum. Vous allez bien? Très bien. Donc, très bien, vous m'entendez? Donc, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, monsieur. OK. Et maintenant, vous voyez la présentation? Oui, non? Vous voyez le deuxième diapo? Le troisième? Juste pour confirmer, parce que parfois avec Meet, je dois partager euh, tout l'écran au lieu de partager uniquement une fenêtre. Je ne sais pas. J'ai partagé uniquement la fenêtre, mais je ne sais pas si vous voyez, donc quand je passe d'un diapo à un autre, ça marche pour vous. Faut Hein? voir du tout, monsieur, en fait. Oui, je suis dans le deuxième diapo, c'est bon? Ça marche Oui, la, monsieur, ça marche. ça Ça marche, marche, oui, monsieur. ça marche la présentation. Très bien, très bien. Donc, s'il y a quelque chose, donc vous pouvez m'arrêter, soit par un message, soit directement vous utilisez le mic. Alors, donc, désolé pour la semaine passée, donc je n'arrivais pas à donc, programmer ma séance. Donc, comme vous savez, donc j'avais un petit, enfin, un accident. Mais, alhamdoulilah, de toute façon, je vais bien pour l'instant. Je compte, bon, j'ai un arrêt de travail de 45 jours. Je ne pense pas que, et après, je dois donc faire des séances de rééducation. Je pense pas que, c'est-à-dire je peux reprendre c'est-à-dire les séances en présentiel avant la fin du mois de novembre. Donc, comme je vous ai dit au mail, je préfère de faire les cours AK en ligne, même on va aller tout doucement, parce que généralement, entre 8 et 10 séances, donc c'est suffisant pour terminer le programme. Le programme contient, de ce module, contient 5 chapitres. Un premier chapitre, quand vous voyez, regroupe, c'est le premier chapitre, c'est les comptes, les groupes et les accès aux ressources. Regroupe presque 3 chapitres, généralement ce que vous avez vu l'année passée. Donc les comptes, les groupes et l'accès aux ressources. Donc c'est des prérequis, on les a regroupés dans un seul groupe, dans un seul chapitre, pardon, le premier chapitre. Donc c'est un résumé, c'est un rappel, et si vous avez des questions, ça sera l'occasion pour, c'est-à-dire détailler quelque chose. Les comptes, les groupes, l'accès aux ressources, bien la gestion d'accès aux ressources, c'est vraiment important parce que on va les utiliser dans les chapitres qui vont venir. Le deuxième chapitre, ça sera réservé pour la gestion ou bien la gestion d'accès aux objets Active Directory. C'est-à-dire, vous êtes administrateur, vous avez l'accès au votre contrôleur de domaine, vous gérez les objets de contrôleur de domaine. Maintenant, le deuxième chapitre traite uniquement comment gérer et comment administrer l'accès aux objets Active Directory. Donc, qui a l'accès aux objets Active Directory, c'est l'administrateur, c'est vous. Donc, il y a un administrateur chef, il y a plusieurs administrateurs parce que généralement dans les entreprises, on trouve une équipe qui travaille sur la même chose. On trouve par exemple un chef d'équipe, c'est un team leader, et les autres ingénieurs, par exemple. Et donc, il faut que le chef d'équipe doit, c'est-à-dire faire un plan, c'est-à-dire de travail et répartir, hein, doit répartir les tâches sur les différentes, bien sûr, les différents ingénieurs, hein, les différents employés, bien sûr, qui gèrent
c'est-à-dire qui ont accès au contrôleur de domaine. Un exemple pour bien comprendre, on va aborder en détail ça, c'est-à-dire le jour J, quand on va entamer bien sûr le deuxième chapitre. C'est-à-dire, exemple, vous avez une entreprise installée au centre, est et ouest, 3 régions par exemple. Au niveau de chaque région, il y a des ressources humaines, c'est-à-dire des comptes utilisateurs, et des ressources matérielles. C'est des comptes ordinateurs, des machines, des PC, des imprimantes, des grandes machines, etc. N'importe quelle machine qui a une interface IP, on peut gérer avec un compte ordinateur. On peut la gérer avec un compte ordinateur. Donc, dans chaque région, il y a ses ressources. D'ailleurs, s'il y a 3 utilisateurs, 3 administrateurs, on peut partager, par exemple, voilà, le premier administrateur responsable uniquement sur la région centre. C'est lui qui doit créer les comptes, que ce soit ordinateur et utilisateur, créer les unités d'organisation, accorder les autorisations d'accès, etc. C'est-à-dire, celui qui est responsable uniquement sur la région centre, il ne peut pas créer un autre compte sur la deuxième région ou la troisième région. C'est ça, donc, ce qu'on va entamer exactement dans le deuxième chapitre, c'est comment gérer les ressources au sein de contrôleurs de domaine, mais uniquement entre les administrateurs. Troisième chapitre, Monsieur, je vous pardon, donne uniquement... Oui, pas des étudiants qui veulent rentrer dans le mythe. j'ai accordé l'accès à tous les... Enfin, j'ai utilisé... Pardon. J'ai pensé que j'ai activé le bouton autoriser. D'accord. Mais quand j'ai partagé l'écran, le bouton a été désactivé. Il y a une option qui permet d'accorder l'autorisation par défaut, c'est-à-dire celui qui utilise le lien, il peut rentrer directement. Mais quand j'ai partagé l'écran, apparemment le bouton est désactivé. Voilà, donc il y a combien? Il y a 49 étudiants. Donc s'il y a d'autres, donc à chaque fois vous me dire si comme ça je peux accepter parce que je suis sur la présentation. Vous voyez la présentation? Oui, monsieur. Très bien. Alors, deuxième chapitre, c'est bon, c'est la gestion d'accès aux ressources Active Directory. C'est uniquement entre les utilisateurs. L'objectif, c'est pour, c'est-à-dire partager le travail entre les administrateurs et en même temps, c'est-à-dire responsabiliser celui qui effectue n'importe quelle action. Parce que si on a, par exemple, un accès c'est-à-dire à la même ressource, peut-être avec le même compte, exemple, voilà, celui qui fait un accès, c'est-à-dire non autorisé, on ne peut pas savoir la personne qui a fait l'accès non autorisé. Je dois basculer pour accepter un autre utilisateur, notre étudiant. Alors, voilà, le troisième chapitre, ça sera sur les stratégies de groupe, comment programmer et concevoir une stratégie de groupe et déployer une stratégie de groupe. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose sur les stratégies de groupe l'année passée. Je vous donne juste, par exemple, donc une idée, c'est-à-dire pour comprendre c'est quoi une stratégie de groupe. Vous avez un groupe qui ont le même accès, le même type d'accès, un groupe des utilisateurs. Et vous voulez que, c'est-à-dire déployer une stratégie qui va permettre à tous les utilisateurs d'accéder de la même manière. Donc, vous devez définir la stratégie tout d'abord et après appliquer la stratégie au groupe des utilisateurs ayant le même type d'accès. Donc, vous pouvez déployer à distance, bien sûr, la stratégie
Exemple, vous pouvez appliquer le même arrière-plan, le même bureau, la même image du bureau à tous les utilisateurs, tous les employés, par exemple. Donc, il faut bien sûr définir une stratégie de groupe, utiliser le logo de l'entreprise, par exemple, l'image que vous voulez utiliser comme arrière-plan dans le bureau, et appliquer après la stratégie de lier la stratégie de groupe à tous les employés. Et dans ce cas, tous les employés, bien sûr, vont avoir le même c'est-à-dire le bureau, image du bureau. Vous pouvez aussi bloquer les utilisateurs à modifier leurs adresses IP et appliquer c'est-à-dire cette stratégie à tous les utilisateurs. Voilà donc les stratégies de groupe. Je ne sais pas si vous avez vu, même si vous avez vu ça l'année passée, donc on va nous aborder ça d'une manière, c'est-à-dire détaillée. Le quatrième chapitre, ça sera sur la sécurité et l'audit, c'est-à-dire comment auditer les événements et sécuriser surtout les serveurs, l'accès aux serveurs même, l'accès à n'importe quelle machine, et auditer les événements. Voilà. Auditer, c'est-à-dire avec celui qui a réalisé l'accès, la date et la ressource qui a été utilisée. Avec des événements, c'est-à-dire avec des alertes vert, rouge, jaune, etc. Voilà, selon la gravité de l'action. Le dernier chapitre 5, ça sera réservé pour le monitoring d'un réseau épais. C'est vraiment aussi important pour un administrateur réseau. Donc, à un moment donné, vous devez, dans une entreprise, vous devez monitorer votre réseau. C'est-à-dire, si vous voulez gérer bien le réseau, il faut bien sûr installer un outil de monitoring et savoir gérer et programmer cet outil de monitoring. Nous, on va aborder de manière générale comment, c'est-à-dire le fonctionnement de monitoring, les différents protocoles qu'on peut utiliser et aussi quelques notions c'est-à-dire qui sont vraiment importantes. Voilà pour gérer c'est-à-dire pour déployer un bon des routeurs, des switches, des firewalls, etc. Et vous devez les monitorer. Si par exemple un lien tombe, vous avez un switch. Dans le switch, il y a par exemple 30 machines connectées, donc 30 ports app actifs. À un moment donné, si un port down devient down, vous devez savoir. Directement, vous avez donc un écran devant vous. Vous pouvez c'est-à-dire remonter l'événement en utilisant plusieurs manières. Soit vous utilisez un écran dédié, un grand écran dédié à ça. Vous travaillez dans votre bureau, il y a un écran installé en face de vous, et à chaque fois, vous regardez l'écran. S'il y a donc un événement, automatiquement, vous allez le voir sur l'écran. Sinon, vous devez directement programmer l'événement de telle sorte à être envoyé en utilisant votre adresse email, votre téléphone, SMS par exemple. Il y a plusieurs manières. De toute façon, on va aborder tout ça. C'est le dernier chapitre. Comment monitorer un réseau. Le monitoring, c'est vraiment important. Voilà, c'est pour ça qu'on a programmé ce chapitre dans ce module. Parce que le monitoring va vous permettre, de réagir rapidement en cas de problème et de aussi, comment dirais-je, et de prévoir pas vraiment les problèmes, mais prévoir les extensions. Exemple, vous monitorez une liaison entre le centre et est-ouest, par exemple, deux liaisons. Voilà. La liaison actuellement supporte, par exemple, 2 mégas ou 4 mégas de bande passante max. Il y a un trafic qui circule entre les régions. Vous avez bien sûr implémenté votre monitoring et vous êtes en train de monitorer l'utilisation de la bande passante. Si vous allez remarquer que l'utilisation de la bande passante augmente et dépasse un certain seuil, par exemple 80%, presque 90%, donc il faut réagir rapidement et lancer une demande pour extenser la bande passante, pour ajouter bien sûr 2 mégas ou bien 4 mégas, selon bien sûr le type de trafic.
voilà, c'est-à-dire utilisé entre les deux régions. C'est-à-dire vous pouvez prévoir, c'est-à-dire on ne va pas rester, c'est-à-dire jusqu'à que c'est-à-dire la liaison sera saturée, voilà, et on n'arrive pas à répondre à certains, c'est-à-dire surtout des demandes vraiment, c'est-à-dire qui nécessitent un temps réel et un temps d'accès limité. Et donc, si la bande passante, la liaison devient saturée, le délai de réponse augmente. Voilà. Et même s'il y a des services, on n'envoie uniquement les messages envoyés entre les utilisateurs dans l'entreprise, et il y a des services qui communiquent entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire service? Peut-être un serveur qui se trouve au niveau du centre communique avec une autre machine d'une manière permanente la machine se trouve dans d'autres régions. Voilà. Il y a un trafic important voilà, qui circule d'une manière permanente entre les machines et qui nécessite une synchronisation, surtout par exemple dans le domaine télécom. Télécom généralement, donc il y a des services installés au niveau des régions et qu'il y a d'autres services installés dans d'autres régions et les deux services nécessitent voilà, d'échanger des messages, des données entre eux, parfois des réplications, des copies de données et parfois des demandes, donc une demande, une réponse, etc. Voilà. Donc voilà donc le cinquième chapitre. Inch'Allah, donc on va essayer, comme je vous ai dit au début, on va essayer d'aller tout doucement, tout doucement mais seulement, mais on va essayer de terminer, Inch'Allah, le programme avant les vacances. Donc pour le cours à distance, il n'y a pas de souci. Donc on a l'habitude de faire, même l'année passée, même quand même deux semestres, 3 semestres, on a fait 2 semestres, on a fait ce module à distance. Même l'ITP, l'année passée, ça fait à distance. Mais, c'est-à-dire même l'ITP actuellement, on va les, comme vous savez, on va les faire à distance, mais vers peut-être fin novembre, début décembre, donc on va reprendre c'est-à-dire les TP en présentiel. Peut-être on va refaire des TP, hein, peut-être les choses vraiment importantes, on va les refaire en présentiel. Je vais essayer de vous donner un petit projet la semaine prochaine. C'est-à-dire vous pouvez le commencer dès maintenant, voilà, tout doucement. Il y a un petit projet, il y a plusieurs étapes. Vous réalisez bien sûr la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, je ne sais pas, il y a 4 ou 3 étapes. Voilà. Pas forcément, c'est-à-dire je ne vous demande pas de terminer, bon, je demande, l'objectif c'est de terminer le projet, mais c'est-à-dire il faut réaliser le maximum des étapes, soit la première étape, la deuxième étape minimum, et la troisième, la quatrième par exemple. Voilà. De toute façon, la semaine prochaine, on va discuter, je vais vous donner le projet, un petit projet qui résume, c'est-à-dire les étapes qu'on va aborder dans ce module. Concernant les TP à distance, comment on va faire? Aujourd'hui, je vous donne le premier TP1. Je vais vous expliquer le TP d'une manière générale. Je vous donne une semaine, voilà, pour réaliser le TP. La semaine prochaine, pour la séance de TP, c'est juste la présentation du TP, c'est-à-dire on va partager un écran. Dans le TP, il y a plusieurs exercices. Voilà. On va essayer de le terminer la semaine prochaine. Si on n'arrive pas à terminer la semaine prochaine, on va terminer l'autre semaine. Mais de préférence, c'est-à-dire on va essayer d'avancer le maximum. Mais comme je vous ai dit, c'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas de réaliser le programme et terminer les TP et les cours, mais l'objectif, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est ça l'objectif principal. Le TP, on va voir après, il y a plusieurs exercices. La semaine prochaine, on commence par le premier exercice. Est-ce qu'il y a un étudiant qui a fait le premier exercice? Oui. Est-ce qu'il peut présenter avec nous la démarche et les étapes qu'il a réalisées? Voilà, il présente. Voilà, on va voir donc la réalisation de TP ensemble, de l'exercice ensemble. Voilà, s'il y a des commentaires, donc moi je vais faire des commentaires. Et s'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Voilà, comme si on est en train de réaliser le TP ensemble. D'accord?
Pour le dernier chapitre nécessite l'utilisation des... il vaut mieux qu'on utilise les équipements réseau pour le monitoring. J'espère c'est-à-dire on pourra programmer en présentiel. Et c'est pour ça qu'on va exploiter les switches, les routeurs, même les machines, pour vraiment déployer un système de monitoring réel. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on commence le premier chapitre. Le premier chapitre, comme je vous ai dit, regroupe presque ce que vous avez vu l'année passée peut-être en trois chapitres. C'est les comptes, utilisateurs et ordinateurs, la gestion des groupes et la gestion d'accès aux ressources. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller un peu, c'est-à-dire un peu plus vite. Mais si vous avez des questions, il faut m'arrêter et poser vos questions. Voilà. Vous voyez le deuxième diapo? Compte utilisateur, description. Non, monsieur. Non. Voilà. Donc, je dois partager tout l'écran. C'est bon comme ça. Alors, on commence par les comptes utilisateurs. Bon, rapidement, parce que je compte que vous avez donc, vu ça l'année passée, mais si vous avez oublié, si vous avez une question, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu ça l'année passée, il faut m'arrêter, vous poser vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, pour les comptes, il y a deux types de comptes. Un compte local et un compte de domaine. Je pense que vous savez la différence. Vous savez la différence entre les deux. Un compte local, c'est un compte qui est créé et stocké et géré localement au niveau de la machine. Si un utilisateur crée un compte local, le compte sera stocké au niveau de sa machine et géré uniquement sur le niveau local, au niveau de sa machine. Un compte de domaine est créé au niveau de domaine, de contrôleur de domaine, et sera bien sûr géré d'une manière centralisée. Donc, on parle ici, c'est-à-dire de deux types de bases de données de compte ordinateur. Une base de données locale et une base de données, si vous voulez, partagée et centralisée. Sur un ordinateur, sur une machine, on peut créer plusieurs utilisateurs, un ordinateur personnel. Donc, un ordinateur, soi-disant chinois à la maison, donc il y a plusieurs utilisateurs et ils utilisent la même machine. Donc, ils peuvent créer pour chaque, bien sûr, personne, machine. Donc, on utilise le compte de l'utilisateur en question, voilà, compte et mot de passe. Mais la gestion de ces comptes, reste local au niveau de la machine. C'est-à-dire, si on utilise une autre machine, on ne peut pas utiliser le compte voilà, qu'on a créé sur la première machine. Parce que les informations de ce compte sont stockées au niveau de la première machine. Le compte ordinateur ou bien le compte de domaine est stocké au niveau de contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine est accessible depuis n'importe quelle machine. Et dans ce cas, quand un administrateur crée un compte utilisateur pour un employé, l'employé peut utiliser n'importe quelle machine pour ouvrir sa session et travailler. C'est ça l'avantage. N'importe quelle machine, à condition que la machine utilisée doit être membre de domaine. C'est ça la condition. Donc, vous êtes dans une entreprise, il y a plusieurs machines, plusieurs réseaux, etc. Actuellement, vous travaillez au niveau du premier étage, par exemple. Voilà. Vous avez un problème au niveau du deuxième, troisième étage. Voilà, vous montez pour régler le problème. Vous pouvez utiliser une autre machine pour vérifier. Mais toujours, vous utilisez vos comptes de domaine. Voilà, parce que les deux machines, voilà, ou bien les machines de l'entreprise sont des machines déjà membres de domaine. Vous ne pouvez pas, bien sûr, ouvrir une session de domaine, un compte utilisateur de domaine, sur une machine qui n'appartient pas au domaine. Donc, il faut d'abord adhérer la machine au domaine et après utiliser un compte de domaine. Même si vous vous déplacez au niveau de la région Est et Ouest, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle machine pour ouvrir une session et travailler. Mais toujours avec votre session. C'est-à-dire,
quand on parle de l'audit et sécurité, toujours vous êtes audité. Le centre, premier étage, deuxième étage, l'est, l'ouest, c'est toujours quand vous utilisez, c'est-à-dire vos comptes de domaine, alors vous êtes audité. Voilà. L'utilisateur X a ouvert une session sur la machine Y. La date X, l'heure Y. Après, si vous utilisez une autre machine, la même chose. Donc, il y aura tous ces enregistrements qui vont être, tous ces événements qui doivent être enregistrés au niveau de fichier d'audit. Alors, en cas de problème, vous-même, en tant qu'administrateur, nous on parle aux utilisateurs en général, mais vous êtes l'administrateur, vous pouvez consulter le fichier d'audit et vérifier. Voilà, et vous pouvez bien sûr trouver c'est-à-dire le troubleshooter et trouver le problème. Bien sûr, rédiger votre rapport et bien sûr trouver surtout la solution. Voilà la différence entre les deux. Voilà. La différence entre les deux, c'est uniquement, j'ai donné c'est-à-dire quelques petites différences, mais il y a plusieurs différences entre les deux. Voilà, surtout dans l'utilisation des comptes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le compte? Voilà, et comment on peut gérer le compte. Voilà. Maintenant, on va parler au compte utilisateur, mais en tant que compte de domaine. C'est bon pour le compte local, c'est simple, l'utilisation c'est limité, lié uniquement à la machine dans laquelle on a créé le compte. Mais maintenant, dorénavant, on va toujours parler du compte de domaine, un compte utilisateur de domaine. Le compte utilisateur de domaine, vous, en tant qu'administrateur, vous devez créer les comptes de vos employés. Si un employé arrive à se recruter au niveau de votre entreprise, vous devez lui créer un compte. Maintenant, vous êtes dans une entreprise, il y a plusieurs employés. Vous devez les organiser. Quand vous créez les comptes ordinateurs, il faut les organiser. Sinon, vous aurez des problèmes de gestion après. Comment les organiser? Il y a deux grands concepts pour organiser les comptes utilisateurs. Soit en se basant sur le concept géographique. Toujours, je vous donne l'exemple d'une entreprise qui a 3 régions, qui se trouve dans 3 régions, centre, est et ouest. Donc, vous pouvez créer 3 unités d'organisation. Utilisateur nommé, utilisateur centre, utilisateur est, utilisateur ouest. Et dans chaque, bien sûr, unité d'organisation, il faut uniquement créer les comptes utilisateurs qui travaillent au niveau de la région. C'est comme ça, c'est beaucoup plus côté organisation. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement. D'accord? Ça n'a rien à voir. Créer un compte utilisateur pour un employé X, c'est bon. Ça suffit après pour que l'employé, bien sûr, puisse travailler. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez lui accorder des autorisations, ainsi de suite. C'est-à-dire, le compte, ça suffit. Mais côté organisation, il vaut mieux c'est-à-dire choisir une politique au départ, parce que toujours, la chose la plus importante, c'est la conception. Toujours la technicité de la chose vient après. D'accord? S'il vous plaît, une minute. Désolé. Voilà, donc, comme je vous ai dit, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, concernant juste l'organisation, parce que vous êtes l'administrateur, et vous devez, bien sûr, c'est-à-dire s'organiser. Parce qu'à un moment donné, vous devez, c'est-à-dire gérer un nombre vraiment important d'informations. C'est-à-dire, il faut organiser vous au début, sinon ça sera vraiment difficile de se retrouver après. C'est la réalité. Je vous donne un exemple. Supposons que vous allez travailler dans une entreprise, peut-être une grande entreprise, voilà, qui a déjà donc, c'est-à-dire qui utilise bien sûr
l'Active Directory, le contrôleur de domaine pour gérer les ressources. Et actuellement, l'Active Directory est très utilisé. C'est noté, c'est-à-dire la solution number one à l'échelle internationale qui permet de gérer un grand, c'est-à-dire un volume d'informations vraiment, c'est-à-dire important à l'échelle, c'est-à-dire internationale. Voilà. Il existe surtout sur Windows, le LDAP sur Linux, mais vraiment, c'est-à-dire la solution Windows qui est très utilisée, c'est beaucoup, très utilisée, c'est l'Active Directory. Alors, il faut s'organiser au départ, parce que comme viendra le jour où vous voulez supprimer quelque chose et vous ne savez pas est-ce qu'on peut le supprimer ou pas. Vous avez une information sur votre c'est-à-dire contrôleur de domaine et vous ne savez pas c'est-à-dire le rôle de cette information. Ça arrive. Ça arrive surtout si vous avez hérité donc une conception, c'est-à-dire des configurations déjà qui ont été c'est-à-dire réalisées et faites par d'autres ingénieurs avant vous. Donc l'organisation c'est simple, soit par c'est-à-dire le concept géographique ou bien par le concept hiérarchique de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire par service, par département, comptabilité, engineering, vente, marketing, etc. Vous pouvez même, c'est-à-dire à l'intérieur de la région, organiser les utilisateurs selon le service et selon le département dans lequel ils sont attachés. Voilà. Quand vous créez un compte utilisateur, il y a une information vraiment importante, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe qui est lié à l'utilisateur. Quand vous créez un mot de passe, il y a des options. Vous avez déjà créé un mot de passe, bien sûr pour un compte utilisateur, sûr et certain. Il y a des options. Vous avez, c'est-à-dire, vous pouvez laisser l'utilisateur, donner le droit à l'utilisateur de changer son mot de passe après, c'est-à-dire à la prochaine ouverture de la session. Vous pouvez, c'est-à-dire, ne pas autoriser l'utilisateur à changer son mot de passe. Vous pouvez, c'est-à-dire, activer l'option pour que ce mot de passe n'expire jamais. Et vous pouvez créer un mot de passe, un compte désactivé carrément. C'est un compte créé avec un mot de passe, mais pour le moment est désactivé. Quelle est l'utilité de ces options? Bon, généralement, pour un compte utilisateur, un compte ordinateur pour un compte utilisateur pour un employé, généralement on utilise la première option. C'est-à-dire il faut donner le droit à l'utilisateur de changer son mot de passe dès la première utilisation. Voilà, c'est son droit. Et en plus, le mot de passe, c'est une information personnelle, critique, uniquement l'utilisateur qui doit savoir son mot de passe. Voilà, deuxième option, l'utilisateur ne doit pas changer son mot de passe. C'est-à-dire, dans ce cas, on utilise cette option dans le cas où le compte utilisateur, c'est un compte partagé. C'est un compte partagé, c'est-à-dire à un groupe des utilisateurs. Mais généralement, dans les entreprises, peut-être les universités, on utilise ce compte, c'est uniquement pour les invités. C'est-à-dire, on a une journée, on a une présentation, on a peut-être une formation qui va durer une semaine, quelques jours. Voilà, on crée un compte, c'est-à-dire pour tous les utilisateurs, pour tous les invités, voilà, pour avoir accès à Internet, pour utiliser les ressources internes, voilà. Et on donne les autorisations nécessaires à ce compte. Mais le mot de passe est un mot de passe commun. Le mot de passe n'expire jamais. Généralement, on ne l'utilise pas, voilà. Sauf dans des cas vraiment, c'est-à-dire c'est des cas limités. Voilà, généralement, pour des raisons de sécurité et selon la politique de sécurité de l'entreprise, le mot de passe doit être changé. Certaines entreprises exigent le changement de mot de passe chaque mois. Chaque mois. Certains d'entre peut-être moins, peut-être plus.
Voilà. Mais c'est une politique, hein, selon la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire vous, soit vous en tant qu'administrateur ou bien vous en tant que responsable, vous devez discuter ça avec les responsables de l'entreprise. Parce que vous allez déployer ça à travers une stratégie de groupe qui m'a rappelé comme au début, c'est-à-dire le quatrième ou bien le troisième, je pense, chapitre, on va aborder les stratégies de groupe et vous allez déployer ça selon une stratégie de groupe qui va être appliquée à tous les employés. Donc, c'est-à-dire parce que ce n'est pas uniquement une configuration, c'est une stratégie, c'est une politique de l'entreprise. Il faut discuter ça, c'est-à-dire si vous allez demain, c'est-à-dire travailler dans une entreprise qui n'utilise pas ça c'est-à-dire au niveau de la gestion de ses ressources, et vous serez les premiers qui va déployer ça. Il faut bien sûr discuter d'abord la stratégie de sécurité et comment gérer les ressources d'une manière générale avec les responsables de l'entreprise. Il faut documenter ça noir sur blanc dans un document qui doit être enregistré et partagé et mettre à jour à chaque fois. Voilà. Pour le dernier compte est créé mais il est désactivé, c'est-à-dire on ne peut pas l'utiliser. Généralement, on l'utilise pour euh, euh, quand un employé, parce que généralement un employé, si un employé va rejoindre l'entreprise, c'est-à-dire on reçoit le message à travers, donc, via les ressources humaines. Les ressources humaines, voilà, et ils vont nous contacter, notre service de engineering, de peut-être IT, sécurité, hein, parce que c'est ça les domaines de notre travail. Voilà, ils vont nous contacter. Veuillez, par exemple, préparer un compte pour un nouveau employé qui va nous rejoindre d'ici une semaine. À l'avance parce qu'on n'a pas accès à faire. Uniquement cette tâche. On a beaucoup de choses à faire. Parmi les tâches, il y a la tâche. Et supposons qu'il y a plusieurs employés, qu'il y a plusieurs comptes à créer, pas uniquement pour les nouveaux employés, pour un invité, pour, je ne sais pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Donc, à l'avance, on reçoit la requête. Vous pouvez, c'est-à-dire planifier. On crée le compte, on prépare le compte, voilà, avec toutes les informations, parce que quand les ressources humaines nous contactent, on nous donne toutes les informations concernant le nouveau employé. Il y a le compte à créer. Donc, on crée le compte avec toutes les informations, mais on garde le compte désactivé. On va l'activer le jour J. D'ici une semaine, on est aujourd'hui dimanche, peut-être le dimanche prochain, on va l'activer. Voilà, donc activer, ça prend une seconde. Créer un compte, ça prend plusieurs minutes. Voilà. Donc, c'est juste pour préparer pour créer un compte, généralement, on utilise un modèle. Un modèle, ça va vous faciliter la tâche de gestion. On peut créer les comptes indépendamment, mais les comptes qui ont des informations, plusieurs informations communes, on peut les regrouper dans un seul modèle. Voilà, on crée un modèle, on remplit le modèle avec les informations, avec toutes les informations communes. Et à chaque fois, on a un utilisateur, un utilisateur service marketing. Voilà, on va utiliser le modèle comme service marketing. Parce qu'il est déjà rempli avec certaines informations communes. On va uniquement ajouter les informations personnelles. Voilà, ça va nous faciliter, donc bien sûr, toujours la tâche de faciliter la tâche de l'administrateur. Voilà l'utilisation de modèles. Aussi, quand vous créez un compte, une information vraiment importante liée au compte, c'est le verrouillage de compte utilisateur. Quand est-ce que vous décidez de verrouiller un compte utilisateur? Et ça aussi, ça doit être discuté avec les responsables. Voilà. Avec les responsables de l'entreprise. Quand est-ce qu'on verrouille
le compte d'un utilisateur. Généralement, verrouiller un compte utilisateur après un certain nombre d'échecs d'ouverture de session. Si un utilisateur tente d'utiliser un mot de passe pour ouvrir une session, voilà, la première fois, la deuxième fois, la quatrième fois, la énième fois, donc quand est-ce qu'on décide que c'est bon, il faut arrêter voilà, ces tentatives et bloquer ce compte. Parce que ça peut être un utilisateur non légitime. Ça peut être un attaquant. Ça peut être... Faites très attention. Généralement, toujours, je parle de la sécurité parce que généralement, les attaques, un grand nombre d'attaques, bien la majorité des attaques, viennent de l'intérieur. C'est-à-dire, on est des employés, on est comment dirais-je, des collègues, mais faites très attention. Peut-être un utilisateur, un collègue utilise votre session. Voilà. Faites très attention, c'est-à-dire il essaye de trouver votre mot de passe, il peut après faire n'importe quoi, mais voilà, c'est usurpation de l'identité. D'accord? C'est l'usurpation de l'identité. Et dans ce cas, il peut envoyer des emails à votre nom, accéder à un équipement, faire des configurations à votre nom, ainsi de suite. Et l'audit, au niveau de l'audit, on ne peut rien faire. On va auditer que vous, l'utilisateur, c'est-à-dire vous, voilà, celui qui a réalisé ces actions. Voilà. Donc, il faut définir un nombre limité, un seuil, pour bloquer comment dirais-je, pour bloquer la session. Une fois la session est verrouillée, voilà, l'utilisateur légitime, il ne peut rien faire. Il doit obligatoirement vous contacter, vous, les responsables les administrateurs, pour lui déverrouiller la session. Et quand la session est déverrouillée, un mot de passe sera initialisé. C'est-à-dire, la première étape. L'administrateur déverrouiller une session d'un utilisateur ou bien un compte d'un utilisateur. Il doit lui donner un mot de passe. Et bien sûr, l'utilisateur légitime doit juste, la première utilisation, il doit changer son mot de passe. D'accord? Et quand est-ce que vous devez initialiser le mot de passe? C'est une initialisation. C'est une initialisation parce que la session est verrouillée. Il faut initialiser le mot de passe. Voilà. On peut discuter après. Il y a d'autres cas. C'est des cas d'utilisation qu'on offre le monde réel. Donc, c'est-à-dire il y a des cas où on doit réinitialiser un compte d'un utilisateur. Pas parce que la session a été verrouillée, mais peut-être il y a des problèmes. Il y a des problèmes surtout s'il y a des problèmes de synchronisation. C'est-à-dire l'utilisateur, il peut rentrer avec son mot de passe, mais il n'arrive pas à recevoir ses emails. Il n'arrive pas à accéder à certaines ressources. Voilà, donc il va réclamer, il va envoyer un mail. Et la première des choses à faire pour régler ce problème, c'est la réinitialisation du mot de passe. C'est un problème très connu c'est-à-dire dans le monde réel. Voilà. Voilà, j'ai anticipé. Voilà, quand utilisateur, quand test, voilà, vous devez réinitialiser le mot de passe. Là, j'ai déjà vous donné quelques, c'est-à-dire cas. Soit l'utilisateur a oublié son mot de passe et la session a été, bien sûr, il a tenté plusieurs fois, il a dépassé le seuil limité et donc le compte a été verrouillé et donc vous devez initialiser le mot de passe. Soit peut-être comme l'utilisateur n'arrive pas à recevoir les emails. La Belcom, c'est que le compte utilisateur de domaine utilise ce qu'on appelle la notion de session unique. La session unique. Qu'est-ce que ça veut dire la session unique? C'est-à-dire
il suffit que l'utilisateur utilise ce mot de passe au début, c'est-à-dire lors de l'ouverture de la session, et après c'est bon, il y aura l'accès à tous les ressources, c'est-à-dire autorisées, les, les emails, mais par exemple, quand après l'ouverture de la session, il accède à son mail avec un autre mot de passe, et il accède à un équipement avec un autre mot de passe, il accède à une autre, par exemple, plateforme avec un autre mot de passe. Non, ce qu'on appelle la session unique. L'utilisateur, au début, il rentre, il ouvre sa session avec son compte, c'est bon. Après, il clique sur le Outlook par exemple, peut-être la messagerie de l'entreprise, il est Outlook, donc automatiquement, il commence à recevoir et envoyer des emails. Il n'y a aucun mot de passe à utiliser. Et là, une plateforme, par exemple, vous, en tant qu'administrateur, vous utilisez une autre plateforme d'administration et de gestion. L'accès est basé sur, bien sûr, un contrôle d'accès avec un compte utilisateur et mot de passe. Vous n'allez pas utiliser un autre compte pour ouvrir une session sur la plateforme. C'est toujours le même compte. D'accord? C'est toujours le même compte. Pardon? Je dois répondre parce que c'est l'administration. Pardon? Donc voilà les cas où vous devez initialiser le mot de passe. Parfois, quand vous initialisez un mot de passe, vous ne pouvez pas après accéder à certaines informations, mais actuellement, ce problème c'est-à-dire, ne pose plus parce que c'est-à-dire on a réglé ce problème parce que c'est-à-dire à l'époque, ils ont utilisé le mot de passe à l'intérieur de la clé de cryptage qui est utilisée pour crypter les informations locales. Et quand vous utilisez vos mots de passe, les informations vont être décryptées automatiquement. D'ailleurs, au niveau de la machine, on ne va rien sentir. Toutes les données sont claires. Mais en réalité, les données sont stockées, cryptées. À cause de la sécurité, voilà, les données sont stockées cryptées. Et pour les stocker, donc on utilise une clé qui permet de crypter les données. La clé contient le mot de passe. Et dans ce cas, chaque fois il y aura une réinitialisation, il y aura un mécanisme automatique, parce que la réinitialisation a été faite d'une manière correcte. Automatiquement, il y aura c'est-à-dire une mise à jour concernant la clé de cryptage et les données vont être cryptées automatiquement, décryptées automatiquement. Maintenant, pour les comptes ordinateurs, je passe rapidement. Les comptes ordinateurs, un compte ordinateur permet bien sûr d'identifier un équipement. Généralement, on peut créer un compte ordinateur lié à un contrôleur de domaine Active Directory uniquement pour les systèmes qui peuvent, c'est-à-dire fonctionner directement avec un environnement Windows, Server. Exemple, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, Windows professionnel, XP 7, 8, 10, Windows NT 2000, NT, un Windows Server comme actuel, c'est le Windows 2016-2012. Voilà. C'est uniquement pour identifier un ordinateur, c'est-à-dire un compte permet de identifier un compte, un équipement. Est-ce que le compte ordinateur contient un mot de passe? Est-ce qu'on peut définir un mot de passe à un compte ordinateur? C'est une question. La réponse, non. C'est juste pour créer un compte pour synchroniser l'équipement et pour, c'est-à-dire faire un audit sur l'équipement. Pour faire beaucoup de choses. On va voir quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt de créer un compte ordinateur? Parce qu'on peut, quand vous adhérez à une machine, quand vous adhérez à une machine, un contrôleur de domaine, automatiquement un compte sera créé pour cette machine. Et vous pouvez, c'est-à-dire le renommer.
Voilà, c'est-à-dire qu'il soit parlant, machine 1, 2, 3, poste 1, premier étage, etc. Région 1, région 2, voilà. Mais généralement, juste quand vous adhérez une machine à un contrôleur de domaine, c'est bon. Devient membre, la machine a un compte ordinateur. On va voir dans le TP, vous avez fait ça l'année passée, mais quand même dans le premier exercice, je pense, du premier TP, on va refaire ça. On va créer un compte ordinateur, on va adhérer la machine, etc. On va manipuler ça rapidement. Maintenant, l'intérêt. L'intérêt, il y a d'intérêt de sécurité, il y a un intérêt de sécurité et un intérêt d'administration. Pour la sécurité, vous pouvez, à travers un compte ordinateur, déployer la même politique de sécurité, que ce soit l'authentification, que ce soit le cryptage de données, que ce soit la manière d'auditer les événements. C'est-à-dire l'authentification, EPSEC, c'est un protocole de chiffrement. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire vous pouvez décider qu'on va utiliser le même protocole qui permet de crypter les données, voilà, au niveau de toutes les machines, c'est bon. Voilà, et il suffit de créer un compte ordinateur et déployer cette politique. Et c'est bon. L'audit, la même chose, déployer la même politique d'audit, déployer aussi la même politique d'authentification. Ça pour la sécurité. Voilà. Vous voyez donc l'intérêt de créer un compte ordinateur. Il y a un autre intérêt qui est aussi plus important, qui est l'intérêt d'administration. Comme pour administrer les machines à distance, surtout à distance. Donc, vous pouvez, à travers le compte ordinateur, la chose la plus vraiment importante, c'est le déploiement de logiciels. Vous pouvez, d'une manière centralisée, déployer une mise à jour d'un logiciel déjà installé sur les machines. Vous pouvez installer un outil ou bien un logiciel sur plusieurs machines et vous pouvez programmer ça en plus. D'ailleurs, vous pouvez planifier le déploiement de cette application à partir de minuit. Voilà, pour économiser bien sûr les ressources de l'entreprise en termes de bande passante, etc. Vous êtes chez vous, mais le mécanisme sera lancé automatiquement. À minuit, voilà, la tâche sera exécutée de manière automatiquement. Voilà, un trigger qui va donc lancer cette procédure pour faire une mise à jour ou bien une nouvelle installation. Vous pouvez aussi gérer les bureaux, pas uniquement les bureaux, mais beaucoup de choses. Les bureaux, comme je vous ai donné après tout à l'heure, donc l'exemple de logo, généralement dans les entreprises vraiment organisées, on ne va pas laisser, c'est-à-dire peut-être les décideurs, les responsables de l'entreprise exigent que dans les machines des employés, on doit avoir comme arrière-plan le logo de l'entreprise. Je sais un arrière-plan individuel. Vous pouvez, c'est-à-dire gérer ça à travers le compte ordinateur, mais bien sûr, il faut utiliser une stratégie de groupe. Voilà, c'est le chapitre 3. C'est bon? Maintenant, quand est-ce que réinitialiser un compte ordinateur? On a parlé d'initialisation du compte utilisateur. Maintenant, concernant aussi la réinitialisation du compte ordinateur. Par exemple, quand l'ordinateur n'arrive pas à s'authentifier sur le domaine, vous pouvez vérifier, il y a des outils complémentaires avec l'Active Directory. Vous pouvez visualiser toutes les machines connectées. Et si vous n'arrivez pas à trouver une machine X, la machine X ne s'affiche pas sur la liste, voilà, il faut, c'est-à-dire, soit utiliser le téléphone, envoyer un mail, utiliser d'autres manières de test, vérifier.
Si vous avez l'adresse IP, il faut faire un ping, si vous avez, etc. Si vous avez remarqué que le ping, ça marche, ou bien l'utilisateur lui-même répond, donc voilà, la machine est branchée, voilà. Donc il y a un problème de s'authentification de, de l'ordinateur. Donc il faut réinitialiser le compte. Mais on parle ici de réinitialisation de compte, pas uniquement réinitialisation de mot de passe, parce qu'il n'y a pas un mot de passe lié à un ordinateur. Si les mots de passe des utilisateurs, regardez, les mots de passe doivent être synchronisés. Si l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, comme je vous ai dit aussi, n'arrive pas à recevoir les emails, ou bien n'arrive pas, tout est OK, mais il n'arrive pas à utiliser son mot de passe. Le mot de passe, c'est correct. On n'a pas dépassé le délai de réinitialisation du mot de passe. Voilà. Il y avait une semaine où, par exemple, vous avez réinitialisé votre mot de passe. En tant qu'employé, vous pouvez continuer jusqu'à un mois, par exemple, pour initialiser le mot de passe. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à utiliser. Vous avez tenté la première fois, le mot de passe est correct. Vous avez la deuxième fois, oui, le mot de passe est correct. Mais vous n'arrivez pas à, bien sûr, synchroniser, à ouvrir la session. Donc, c'est un problème de synchronisation de mot de passe. La solution ici, c'est qu'il faut réinitialiser le compte de cette machine, le compte ordinateur de cette machine. Maintenant, pour la gestion des groupes. C'est bon? On n'avait pas de questions concernant les deux premières parties? Oui, monsieur, pas de question. Très bien. Très bien. Donc, je continue, si tout va bien, je continue. Peut-être on va essayer de terminer cette troisième partie. On va laisser l'administration des objets la semaine prochaine. Enfin, l'accès aux ressources la semaine prochaine. Et on termine cette partie de groupe. Je vous présente le Tipeee et je vous libère. Voilà. Si vous êtes d'accord. Hein? Alors, pour la gestion des groupes, voilà, vous avez aussi ça l'année passée normalement. Vous avez fait ça, non? La gestion du groupe. Oui. Oui. Oui, monsieur, on a fait ça. Très bien, très bien. Alors, les groupes, bien sûr, je vais aller rapidement. Juste quand on arrive c'est-à-dire aux différentes politiques d'utilisation des groupes, on va expliquer peut-être un peu en détail. Un groupe, bien sûr, va vous permettre de regrouper les utilisateurs et dans le but de simplifier l'accès aux ressources et l'accès surtout à la gestion des ressources. Voilà. Comment on regroupe les utilisateurs en se basant bien sûr sur le profil des utilisateurs. Les utilisateurs ayant le même type d'accès, voilà, on pourra les regrouper dans le même groupe. Un utilisateur, il peut être membre de plusieurs groupes, c'est clair. Un utilisateur, il peut être membre dans plusieurs groupes, voilà. Et il y aura bien sûr un accès, comment dirais-je, cumulatif. C'est-à-dire, il y aura l'accès de toutes, c'est-à-dire si le premier groupe a un accès à l'objet, à la ressource, la première ressource, le deuxième groupe, il pourra accéder à la deuxième ressource, la troisième à la troisième ressource. Donc, si un utilisateur qui est membre, qui appartient aux trois groupes, il peut accéder aux trois ressources, c'est clair. D'accord. Parce qu'il est membre dans les trois groupes. Mais ça va vous permettre d'effectuer une seule action pour accorder une ressource à plusieurs utilisateurs. Parce que l'ensemble de ces utilisateurs sont regroupés dans un seul groupe. Pour les groupes, il y a toujours un groupe local et un groupe de domaine. Un groupe local, c'est toujours créé localement pour regrouper des utilisateurs. Vous pouvez manipuler et créer des groupes locaux
en utilisant les outils de gestion. Alors, vous voyez la présentation. Alors, pour le type distribution, vous avez un groupe de type distribution. Vous ne pouvez pas utiliser ce groupe, c'est-à-dire un groupe G de type distribution qui contient deux utilisateurs, user 1, user 2. D'accord? Vous ne pouvez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce groupe? Uniquement pour envoyer des messages. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer un Monsieur, On va pas le partager. ما اسمعكم مليح مسيو. تسمعوني مليح ولو بارتاج سي بون نو بارتاج واش نشوفه. Non, monsieur, واش partage. نشوف بارتاج ثاني داكور Oui, monsieur, partage. اوكي vous voyez le partage Oui, monsieur. Monsieur, oui. Ah, tiens. très bien voilà très bien alors les deux types de groupes voilà sécurité et distribution donc la différence entre les deux toujours je vous donne l'exemple voilà d'un groupe G1 qui contient deux utilisateurs, un groupe de distribution. Utilisateur 1 et utilisateur 2. Qu'est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire, faire avec ce groupe? Uniquement pour l'envoi des messages, la messagerie uniquement. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer un message, un mail, c'est-à-dire, et vous choisissez comme destination, comme destinataire le groupe 1. Le groupe 1 contient les deux utilisateurs, automatiquement les deux utilisateurs vont recevoir le message en même temps. Voilà. Mais vous ne pouvez pas partager une ressource avec ce groupe, pardon. Vous ne pouvez pas partager et accorder une autorisation d'accès à ce groupe, à une ressource. Jamais, parce que c'est un groupe de distribution. Un groupe de distribution est utilisé uniquement pour la messagerie, pour l'envoi et la réception de messagerie, uniquement. Un groupe de sécurité, on peut l'utiliser pour l'envoi de la messagerie, des messages, et on peut l'utiliser pour l'accès aux ressources. C'est-à-dire, si vous avez créé un groupe de type sécurité, contient deux utilisateurs, user 1 et user 2, vous pouvez envoyer un message à tous les utilisateurs et sélectionner groupe 1 comme destinataire et les deux utilisateurs vont recevoir le message. Et si vous voulez que les deux utilisateurs accèdent à un espace mémoire ou bien un fichier, bien un équipement, il se fait bien sûr d'accorder l'autorisation read-only, read-write, contrôle total à ce groupe et tous les utilisateurs, les deux utilisateurs user 1 et user 2 vont accéder à cette ressource avec l'autorisation accordée. Vous voyez maintenant la différence? La différence, c'est le deuxième, distribution. C'est uniquement pour la messagerie. On ne peut pas accorder des autorisations d'accès. Et le premier, sécurité, voilà, pour les deux. Pour l'accès aux ressources et pour la messagerie. Maintenant, c'est bon pour le type? Oui, monsieur. Très bien. Pour l'étendue maintenant, il y en a trois types. Trois étendues. Domaine local, global et universel. Il faut bien comprendre la différence entre les trois étendues. Un groupe domaine local, un groupe global et universel. Généralement, toujours, la notion du groupe, déjà, on a commencé par c'est-à-dire l'objectif du premier diapo, voilà, dans la troisième partie. C'est-à-dire, on a expliqué quelle est l'utilité de l'utilisation des groupes. L'utilisation des groupes, c'est pour simplifier la gestion des ressources et pour bien organiser c'est-à-dire les ressources de l'entreprise. Donc, facilement, on peut créer un compte utilisateur et on peut manipuler uniquement des comptes utilisateurs. On peut ne pas utiliser les groupes. Mais, c'est-à-dire, ça sera vraiment une tâche délicate pour l'administrateur.
Donc, obligatoirement, on doit passer par les groupes. Il y a les types de groupes. On a déjà fait la différence entre les deux, sécurité et distribution. Mais il y a aussi une information importante liée au groupe, c'est l'étendue. L'étendue explique, c'est-à-dire le domaine d'utilisation du groupe. Hein? C'est-à-dire, c'est presque la portée de communication de ce groupe. Voilà. Hein? C'est la taille logique du groupe. C'est la taille en termes de nombre, mais la taille, c'est-à-dire d'utilisation, comme une portée d'utilisation ou une portée de communication. Donc, l'étendue explique ça. Il y a trois étendues. Domaine local, groupe global, universel. Le domaine local, généralement, est utilisé pour définir un accès à une ressource. Pour définir un accès à une ressource. Il peut avoir des comptes utilisateurs, mais si on applique le standard, il faut toujours éviter c'est-à-dire ajouter un compte utilisateur à un domaine local. D'accord? Il ne faut pas ajouter, c'est rare. C'est-à-dire on est dans un cas où on doit ajouter un compte directement, un compte utilisateur user 1, directement membre à un groupe de domaine local. C'est très très rare. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce groupe de domaine local? C'est uniquement créer un groupe pour lui accorder un accès à une ressource. Exemple, vous avez une imprimante et vous avez recensé deux types d'accès à cette imprimante. Il y a un accès contrôle total et il y a un accès utilisation seul. C'est-à-dire, vous avez une population, vous avez un ensemble des employés, vous avez fait une étude, un recensement, et vous avez identifié deux types d'accès. Un ensemble des utilisateurs, un sous-ensemble des utilisateurs qui accèdent en contrôle total, et le reste utilise l'imprimante en utilisation seule, uniquement. Donc, il y a deux types d'accès. Donc, il faut définir deux groupes de domaines locaux. Groupe 1, DL. DL pour dire domaine local. Groupe 1, DL. Imprimante. Contrôle total. Groupe 2, DL. Imprimante. Voilà le nom de l'imprimante, parce que peut-être vous avez plusieurs imprimantes. Imprimante X. Utilisation seule. Donc, vous avez deux groupes selon le type d'accès à cette ressource. Vous avez un accès contrôle total et un accès utilisation seule. Voilà, donc, l'utilisation de domaine local, généralement, on l'utilise pour accorder des autorisations d'accès à une ressource. Donc, la création d'un groupe de domaine local est liée au type d'accès aux ressources. Très bien. Maintenant, le global. Le global, le type, l'étendue globale, c'est pour regrouper les utilisateurs. Voilà. Donc, dans quel groupe on peut regrouper les utilisateurs? C'est dans les groupes globaux. Dans les groupes globaux. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez, on va prendre un exemple réel, Al3 GTR, la section Al3 GTR, il y a deux groupes, groupe 1 et groupe 2. Donc, très bien. Au début, on va créer deux groupes globaux. Groupe 1, généralement, on va utiliser GG pour dire global. Donc, GG, GTR1, GG, ou la GG1 GTR, Al3 GTR, GG2, Al3 GTR. Il y a deux groupes globaux. Un groupe 1 et groupe 2.
Dans le groupe global 1, on va ajouter les comptes des étudiants du groupe 1. Dans le groupe 2, on va ajouter les comptes des utilisateurs du groupe 2. Donc, on va les regrouper dans des groupes globaux. Très bien. Alors, pour le groupe global. Le groupe global regroupe les utilisateurs. Mais comment les regrouper? On va les regrouper selon une politique, bien sûr. On crée aléatoirement des groupes et affecter les utilisateurs aléatoirement au groupe global. Mais selon une politique. Quelle est la politique? C'est toujours les profils des utilisateurs. Les utilisateurs qui ont le même profil, on va les mettre dans le même groupe. On peut créer plusieurs groupes, même Al-Tawajitiyal. Si on peut, par exemple, on a un cas d'utilisation, voilà, et on a plusieurs profils, voilà, il faut créer autant de groupes, voilà, pas uniquement des groupes physiques, hein, un groupe 1, un groupe 2, mais on peut créer des groupes selon le profil des utilisateurs. Par exemple, selon le projet de fin d'études. C'est bon, vous avez tous un projet de fin d'études. Voilà. On va recenser les PFE et on va les regrouper. PFE réseau, PFE sécurité, PFE système, PFE je ne sais pas. Voilà. On va les regrouper comme ça et après on va créer 3 ou 5 groupes selon le type de PFE. Voilà, de PFE. Et dans ce cas, on regroupe les utilisateurs qui ont un sujet dans le domaine sécurité dans le groupe R3GTR sécurité. Si on veut partager avec ces utilisateurs un document ou bien quelque chose, voilà, il suffit de sélectionner comme destinataire uniquement le groupe et après tous les utilisateurs membres de ce groupe vont recevoir le message. Voilà, on est tranquille. C'est-à-dire selon une politique. Mais la chose que vous devez, c'est-à-dire sélectionner, c'est que le groupe global regroupe les comptes des utilisateurs uniquement. Dans quel groupe on regroupe les comptes utilisateurs? C'est dans le groupe d'étendue globale, voilà. Pas dans le domaine local. On peut le faire, comment? On peut mettre des utilisateurs, des comptes des utilisateurs directement, ajouter des comptes utilisateurs directement au groupe de domaine local. Mais, c'est-à-dire, selon le standard, c'est faux. Selon le standard, c'est faux. D'accord? Il faut, vous allez voir, vous allez bien comprendre que c'est une stratégie qu'on doit utiliser et c'est une bonne stratégie. Après, il nous reste le dernier, universel. Universel qui est désactivé. Voilà. Universel, on utilise l'universel, c'est généralement quand on voudrait gérer des ressources, l'accès aux ressources entre deux domaines différents. Et généralement, entre parenthèses, il faut bien comprendre, parce qu'il y a les domaines, les sous-domaines, etc. Je parle ici de deux forêts différentes. Deux forêts différentes. Pour bien comprendre, je vous donne plus d'explications. Exemple, nous avons au niveau de notre université un contrôleur de domaine, c'est USDHP.DZ. Dans l'USDHP.DZ, il y a bien sûr la faculté informatique et électronique, donc USDHP.FEE.DZ, USDHP. Par exemple physique.DZ, USDHP.mathématiques.DZ, ainsi de suite. À l'intérieur de la faculté, on peut trouver par exemple USDHP.FEE.informatique.DZ. Voilà. C'est les sous-domaines. Hein? On est dans la même forêt. On est dans la même forêt identifiée par la racine USDHP. La racine USDHP représente la racine de la forêt. Et après, il y a un arbre. Il y a un arbre qui est la faculté FEE. Après,
d'informatique, l'électronique, télécommunications, je ne sais pas, ainsi de suite. Voilà. Mais l'universel, on peut l'utiliser entre deux forêts. Quand je dis deux forêts, c'est-à-dire entre deux racines différentes. USTHB.dz et par exemple la fac centrale.dz. D'accord? Fac centrale.dz et USTHB.dz. Si à un moment donné, vous avez une ressource qui se trouve au niveau de contrôleur de domaine fac centrale.dz, vous avez un utilisateur qui appartient au domaine USTHB.dz et cet utilisateur doit accéder à cette ressource. Donc, il faut passer par un compte universel. Et il y en a toute une procédure. On a toute une autre procédure, on ne va pas l'aborder. Je vous donne juste, c'est-à-dire pour bien comprendre l'utilisation de groupe universel, il faut créer un groupe universel. Il faut regrouper les utilisateurs de l'ISTHP qui vont accéder à la ressource qui se trouve au niveau de la fac centrale. Il faut le regrouper dans un seul groupe global. Voilà. Donc, il faut d'abord au niveau de l'ISTHP créer un groupe global. Et au niveau de la fac centrale, créer un groupe de domaine local parce qu'il s'agit de l'accès à la ressource. Définir l'accès à la ressource, contrôle total ou l'utilisation seule ou n'importe quel type. Après, créer un groupe universel. Le groupe universel, vous avez le choix. Soit vous le créez au niveau de l'USTHB, soit au niveau de la deuxième forêt qui est la fac centrale 97. Mais, faites très attention. C'est bon, très bien. Donc, on a créé le groupe global. On a regroupé les utilisateurs de l'ISTHB. On a créé un groupe global, domaine local, au niveau de la fac centrale. On a lui accordé l'autorisation d'accès à la ressource en question. On a créé un groupe universel, que ce soit au niveau de la forêt USTHB ou bien la forêt fac centrale, la même chose. Il reste maintenant exécuter une autre procédure. Pourquoi cette procédure? Cette procédure doit permettre aux utilisateurs de l'ISTHB qui vont accéder à la ressource de la fac centrale doivent s'authentifier, auprès de domaine fac centrale.dz. Le domaine fac centrale.dz, alors que c'est des utilisateurs étrangers, c'est des comptes, les comptes sont créés au niveau de USTHB.dz. Voilà. Donc, il faut exécuter une autre procédure, ce qu'on appelle créer une approbation. Hein? Il faut souligner le mot approbation. Approbation, voilà, entre les deux forêts pour permettre aux utilisateurs de domaine de la forêt X s'authentifier auprès de domaine de l'autre forêt, fac centrale.dz. L'approbation, il y a toute une procédure. Approbation bidirectionnelle, unidirectionnelle, le sens de l'approbation. Là, on ne va pas aborder ça. Hein? C'est un autre chapitre, un autre module au niveau du master sécurité M2. D'accord? Mais comme je vous donne cette information, c'est pour bien comprendre le cadre d'utilisation de groupe universel. C'est bon maintenant? Maintenant, donc, vous avez le choix. Vous devez ajouter le groupe global au groupe universel. Et après, il faut mettre le groupe universel dans le domaine local. Hein? Voilà, là, c'est la politique. Généralement, on dit l'inverse. Le domaine local, c'est le plus petit. Donc, il vaut mieux de mettre le domaine local dans l'universel. Mais c'est l'inverse. C'est mettre le groupe global dans l'universel et mettre l'universel dans le groupe du domaine local. Et une fois que vous avez créé l'approbation, les utilisateurs de l'USTHB peuvent s'authentifier auprès de domaine fac centrale.dz et peuvent avoir accès à la ressource demandée, là, selon l'autorisation accordée. D'accord? Donc, je répète rapidement. Sécurité, le type sécurité et distribution, la différence
c'est que le groupe de type distribution, c'est dédié uniquement pour la messagerie. On ne peut pas accorder une autorisation d'accès à un groupe de type distribution. Sécurité, on peut l'utiliser dans les deux cas, pour la messagerie et pour l'accès aux ressources. Pour l'étendue, il y a 3 types d'étendue. Donc, domaine local, utilisé pour accorder un accès à une ressource. Généralement, il ne doit pas avoir comme membre un compte individuel, c'est-à-dire un utilisateur, mais il peut avoir des groupes globaux. Voilà. Un groupe global est dédié pour regrouper les utilisateurs selon un type d'accès. Voilà. Un groupe universel, il peut être membre dans le groupe de domaine local et dans le groupe universel. Le groupe global, bien sûr. Le groupe universel est utilisé pour gérer, c'est-à-dire s'il y a un accès, une demande d'accès à une ressource, entre un utilisateur et des utilisateurs ou un utilisateur et une ressource de différents forêts. C'est bon? Vous n'avez pas de questions maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Bien. Voilà, j'ai déjà vous expliqué tout ça. Alors, je passe rapidement. Voilà, j'ai expliqué tout ça. On va passer directement aux exemples. Voilà, d'abord, cette convention de nommage, c'est comment nommer les groupes. Voilà, c'est juste peut-être une syntaxe à utiliser pour nommer les groupes. Généralement, pour le groupe global, on utilise le G et après le nom. Pour le groupe universel, on peut utiliser le U. Et pour le groupe de domaine local, on utilise le DL. D'accord? Le DL. Donc, vous pouvez utiliser G uniquement quand je trouve G, c'est-à-dire un groupe global. G, je ne sais pas, G1, Alpha GTR. C'est comme c'est le groupe 1, Alpha GTR. G2, Alpha GTR, c'est le deuxième groupe. Ainsi de suite. U pour dire universel et DL pour dire domaine local. Maintenant, on va parler, selon l'explication que je vous ai donnée, sur les stratégies qu'on peut utiliser. Il y en a plusieurs stratégies. Il y en a la première stratégie, c'est la stratégie AGDLP. Regardez ça, c'est AGDLP. A pour dire account, c'est-à-dire le compte utilisateur. G pour dire le groupe global. DL pour dire domaine local. Et P pour dire permission, pour dire l'autorisation d'accès. Voilà. Donc, comment expliquer ça? Voilà. Comment réaliser réellement cette stratégie? Pardon, une minute, 30 secondes. Désolé, vous voyez le partage? Chaque fois que je bascule, peut-être le partage se désactive. Vous voyez le partage, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Donc, la première politique, c'est AGDLP, la stratégie la plus utilisée. Peut-être vous avez donc entendu parler ça l'année passée. Je parle rapidement. Vous avez comme des questions, vous m'arrêtez et vous posez vos questions. Donc, A pour dire account, c'est-à-dire le compte utilisateur. Et le P, c'est le permission. L'objectif d'ANA, c'est quoi? C'est que cet utilisateur accède à une ressource avec cette permission. C'est ça l'objectif final. Le A accède à une ressource X avec la permission P. Comment réaliser tout ça? La première des choses, il faut créer un groupe global, mais le A, le compte dans le groupe global, créer un compte de domaine local, accorder l'autorisation P, l'autorisation d'accès à cette ressource P au groupe DL et mettre le groupe G qui contient le A dans le domaine local. Et c'est bon. Après, on a réalisé toutes
comment dirais-je, toutes les liaisons, et donc A peut avoir directement l'autorisation P quand il demande l'accès à la ressource demandée. C'est bon? C'est clair? Je passe à une autre stratégie? Oui, monsieur. Très bien. Alors, voilà un exemple pour bien comprendre cette stratégie. Vous avez une ressource qui est peut-être un serveur, un serveur de partage par exemple, donc un espace mémoire partagé qui contient des documentations, des outils à installer, beaucoup de choses, je ne sais pas, de toute façon, un serveur fichier partagé. Vous voulez que ces utilisateurs, user 1, user 2, accèdent à ce serveur avec cette permission. Alors, il faut utiliser donc AGDLP, voilà la stratégie AGDLP. Comment on va procéder? On va procéder comme suit. Regrouper les deux utilisateurs dans un groupe global. Donc, il faut créer un groupe global et ajouter les deux utilisateurs comme membres à ce groupe. Créer en parallèle un groupe de domaine local. Accorder l'accès avec la permission autorisée, la permission bien sûr voilà, sélectionnée, au serveur de partage. C'est bon. Vous pouvez commencer par cette partie. Voilà. Pardon, s'il vous plaît. Alors, désolé, hein, vous voyez la présentation, je vous explique ça parce qu'on a terminé, on a fini. Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, très bien. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, vous avez le choix. Soit vous commencez par le DL et après accorder la permission. En bas, comme deuxième étape, créer le groupe global et mettre les utilisateurs dans le groupe global. Ou bien vous commencez par le groupe global et regrouper les utilisateurs et après créer le domaine local et accorder. Mais la liaison, maintenant, on n'a pas une relation entre la permission d'accès à la ressource et l'utilisateur. Comment créer la relation? C'est d'ajouter le groupe global au groupe de domaine local. Une fois ajouté, le groupe global devient un membre du groupe de domaine local, c'est bon. L'utilisateur, voilà, les utilisateurs à gauche peuvent accéder à cette ressource à droite avec la permission définie. Voilà. Un autre exemple, vous avez une imprimante, toujours le groupe de domaine local. Vous avez une imprimante et vous avez c'est-à-dire un accès, un type d'accès X, par exemple, utilisation seule. Il faut créer un groupe DL, imprimante A, voilà, pour imprimer uniquement, c'est-à-dire avec la permission d'utilisation seule. On a regardé le DL, le nom de l'imprimante et la permission pour identifier les choses, parce qu'à un moment donné, on aura plusieurs DL. Après, tous les utilisateurs, bien tous les groupes des utilisateurs qui peuvent accéder à cette imprimante, vous pouvez les ajouter à ce groupe de domaine local, plein de temps. C'est-à-dire uniquement ajouter un groupe en tant que membre de domaine local, c'est bon, les utilisateurs de ce groupe peuvent accéder. Exemple, vous avez un groupe admin des utilisateurs qui utilisent l'imprimante. Vous avez un groupe HR, c'est des ressources humaines qui peuvent accéder aussi à cette imprimante. Et vous avez un autre groupe, account, c'est-à-dire comptabilité, service comptabilité, qui utilise la même imprimante. Voilà. Il suffit de mettre ces groupes à l'intérieur en tant que membre de groupe DL et c'est bon, les utilisateurs peuvent exploiter l'imprimante avec la même permission, utilisation seule. Vous avez une autre stratégie, c'est AGU DLP. On a ajouté le universel, le U, regardez, le U,
Hein. Voilà, je vous ai déjà expliqué l'utilisation de l'universel. Vous avez une ressource qui se trouve dans une forêt. Vous avez un utilisateur qui appartient à un autre domaine, hein, de notre forêt. Alors, il faut, côté forêt, côté permission, côté ressources, pardon, il faut créer un DL et accorder l'accès avec la permission P à cette ressource. Côté utilisateur, créer un groupe global pour regrouper les utilisateurs pardon, qui vont accéder à cette ressource. Il reste après de mettre le groupe global dans le UL qui me retient, hein, l'universel. Vous avez le choix, soit vous le créez côté forêt 1, bien forêt 2, c'est la même chose, mais l'essentiel c'est qu'il faut ajouter le groupe global dans UL. Mais généralement, le U, on le crée côté groupe global. Donc, on met le groupe global dans l'universel. On va basculer vers l'autre domaine et on va ajouter en tant que membre dans le DL et on va ajouter le groupe universel en tant que membre du groupe DL. Et c'est bon. Donc, le A va accéder avec P à la ressource Y. Exemple. Voilà, exemple de cette stratégie AJUDLP. Vous avez, il y a combien de domaines ici? Un domaine et 3 sous-domaines. 3 domaines. trois domaines. 3 forêts, اللي حبيت تقولوا North, South et East. ها؟ راكم شايفين؟ North, South et East. قلت لكم l'universel généralement نسحقوه كي يكون عندنا دو فوري. À l'intérieur de la même forêt, mais on s'approche. C'est-à-dire entre l'université, USTHB, enfin, faculté électronique, faculté physique, faculté maths, non. C'est la même forêt. Donc, on a l'approbation, c'est automatique. C'est pour ça qu'on s'approche un groupe universel. Un groupe universel, exactement, qui n'a pas le cas. On a combien de forêts? Je vous le premier, c'est la racine. La racine, c'est North. La racine c'est South et la racine ici c'est East. Donc en réalité il y a trois forêts. Il y a la permission qui se trouve ici dans cette troisième forêt. Voilà, c'est toujours le serveur de partage. Mais il y a des utilisateurs qui se trouvent dans la première forêt qui veulent accéder à cette ressource et d'autres utilisateurs qui se trouvent dans la deuxième forêt qui veulent accéder aussi à cette même ressource. Donc, cette même ressource, regardez comment on va faire. On ne va pas créer un groupe universel ici et un groupe universel ici. On va créer un seul groupe universel. Voilà. Pour ne pas créer deux groupes universels. Donc, regardez, la première des choses, c'est au niveau de la forêt où se trouvent les utilisateurs, on va créer un groupe global et regrouper les utilisateurs. Pour la première forêt, pour la deuxième forêt. Voilà. Un groupe global, vous le nommez comme vous voulez, regrouper les utilisateurs. Voilà. Après, on va basculer vers la ressource, la forêt où se trouve la ressource. Voilà, on va créer un groupe de domaine local. On va accorder l'autorisation d'accès à cette ressource. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un groupe universel. Un groupe universel. Voilà. Et on a le choix. Soit on met le groupe universel comme première étape dans le groupe de domaine local et après on va ajouter dans le groupe global, dans le groupe universel, les deux groupes globaux. Ou là, c'est bon, on a créé le groupe universel, on va ajouter en tant que membre au niveau de ce groupe, le groupe global 1 et le groupe global 2. Voilà. Et après, on met le groupe universel dans le groupe de domaine local. D'accord? C'est toujours l'universel dans le domaine local, pas l'inverse. Voilà. Donc, le groupe global, le groupe universel contient les groupes globaux.
Et le groupe de domaine local contient soit des groupes globaux, soit un groupe universel. Il y a plusieurs groupes universels. D'autres peut-être manières de faire. Vous voyez le groupe vert, le groupe universel. On peut créer un groupe universel au niveau de la première forêt nord, ici, et un deuxième groupe universel dans le groupe de domaine local. Comme vous voulez. Ça va marcher dans les deux cas. Vous avez bien compris le principe? Oui, monsieur. Très bien. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser des questions. Et je pense que vous avez fait ça l'année passée, non? Alors, un groupe universel, voilà, utilisation du groupe universel. Regardez, il y a combien de domaines dans cet exemple? 5. 5. Regardez, domaine A, domaine B, domaine C, domaine D et domaine E, donc 5. La ressource se trouve dans le domaine E, voilà, et la ressource c'est une imprimante. Donc il faut créer le groupe de domaine local. Peut-être on va supposer que tous les utilisateurs vont accéder, c'est-à-dire avec l'autorisation et l'utilisation seule, donc print only. Voilà, on va uniquement imprimer. Voilà. Donc on va créer le groupe DL, on va accorder l'autorisation print à cette imprimante. On va l'accorder au groupe de DL, laser. Voilà. C'est une imprimante laser. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on a un groupe des utilisateurs domaine 1, un autre groupe B, dans le C, dans le D et même dans le E, qui veulent accéder tous avec la même autorisation à cette imprimante. Voilà, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un groupe universel au niveau de domaine E. Voilà. Et après, on va ajouter tous les groupes de ces utilisateurs des différents domaines à ce groupe universel, avec universel all DOM. Voilà. Et après, ajouter ce groupe universel au groupe de domaine local. Et c'est bon. Après, tous les utilisateurs vont utiliser cette imprimante. Voilà. C'est-à-dire une imprimante qui se trouve au niveau de la bague centrale. Et vous voulez lancer une impression depuis WebZoar vers la fac centrale. Vous pouvez, voilà. L'essentiel, c'est que la couche réseau, et on travaille actuellement, on gère le réseau avec le contrôleur de domaine niveau applicatif. Mais on va supposer que la couche réseau, couche MAC, couche transport, tout va bien. C'est-à-dire, la configuration réseau, ça marche, il y a une liaison entre les deux réseaux, liaison WAN, les protocoles de potage, tout va bien. Hein? Tout va bien, donc c'est bon. Reste après à gérer les autorisations et après comment gérer et regrouper les ressources, que ce soit utilisateur ou bien hardware. C'est bon? C'est terminé. Si vous n'avez pas de questions, je partage avec vous rapidement Normalement, on a dépassé j'ai autre chose. On va prendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes, juste pour vous donner des explications en général sur le TP et je vais vous libérer, d'accord?